Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch-Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis Irem et je suis accompagné aujourd'hui de l'ami Chris. Salut Chris. Salut Irem, salut peuple de Catch-Up, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Le show bleu là qui s'apprête à vivre un grand chamboulement puisque... Eh bien, d'ici quelques semaines, c'est dans 2 semaines, le show bleu ne sera plus le mardi soir, mais le vendredi soir. Ça va pas mal changer de choses, y compris pour nous, dans l'équipe. Et oui, c'est compliqué ça, cette affaire du changement au vendredi là. Est-ce que les membres de l'équipe Catch-Up vont sacrifier leur week-end pour ses auditeurs? Ben, il va peut-être falloir le faire, on n'aura peut-être pas le choix. Donc, on aura le temps de voir tout ça, comment on va s'organiser. Mais ce qui est sûr, c'est que on sent que ça frétille, ça frémit là à Atlanta, puisque nous étions en Georgie ce mardi. C'est le New Day qui ouvre le show. La foule est en délire, une foule qui a été assez au taquet là ce soir, y compris donc dans cet opener, puisque nous avons droit à un sacré gros match pour entamer. Le New Day au complet, Kofi, Big E, Xavier Woods, affrontent The Revival et Randy Orton. Randy Orton pour un dernier tour autour de Kofi Kingston. Voilà, il n'a pas réussi à 2 reprises à prendre le titre au champion. Et on a un énorme match, écoute, de quasiment 18 minutes environ, avec des grosses séquences, gros travail de heel de la part de The Revival et Randy Orton. The Revival, ils sont tellement bons dans leur travail là d'équipe heel, c'est assez impressionnant. On a du SOS, mais le pinfall est pété par Scott Dawson. Ensuite, Orton se prend un gros DDT, mais Big E se débarrasse de Randy Orton. On retourne au ring et on a un double DDT sur le Revival. Trouble in Paradise sur, je sais plus, c'est Wilder, je crois. C'est Dawson qui se prend le Trouble in Paradise. Il me semble que c'est Dawson, ouais, qui se prend le Trouble in Paradise, ouais. Paradise. L'arme ultime de SmackDown, Kofi Kingston, donc qui allonge pour le compte de 3. Voilà, on conclut définitivement le chapitre de la rivalité Kofi Kingston, Randy Orton, avec peut-être un peu de frustration pour certains. Mais voilà, il faut tourner la page. On la tourne plutôt de façon assez jolie avec ce gros match. Est-ce que tu veux donner ton avis là sur le match avant qu'on attaque sur la grosse surprise juste après? Ouais, bah écoute, un trios match, bien solide, c'était bien. Je m'attendais pas forcément à ce que ça ouvre comme ça direct, qu'ils apparaissent les 3 sur le coup. Donc voilà, les 3 New Day étaient là, et du coup, ça nous envoyait du lourd, quoi. C'était plutôt pas mal, un SmackDown qui commence en fanfare. Alors, tu l'as bien signalé au début, ils vont passer sur la Fox là, et là, alors non seulement ça va passer le vendredi, mais je crois que ça va passer en même timing que Raw, c'est-à-dire sur des bases de 3 heures. Donc, si ça se confirme bien, ça va être assez énorme. Donc là, on sent bien qu'ils sont chauds, et donc on nous offre un bon match tag team pour commencer. Effectivement, tu l'as bien dit. J'espère aussi, moi, que de toute manière, c'est un peu la fin de la rivalité Orton-Kofi. Mais en tout cas, si c'était la fin, quoi qu'il arrive, ils ont bien clôturé le chapitre. Ouais. Ce match, pour être honnête, j'ai préféré ce match à celui du pay-per-view, pour tout te dire. Donc voilà, une page est tournée. Et après Randy Orton, on se dit, mais attends, Randy Orton, c'était le boss de fin de niveau pour Kofi Kingston, vu leur historique. Sauf que la WWE a plus d'un tour dans sa manche, et pas n'importe quel tour, pas n'importe quelle manche, puisque lors de la célébration de la victoire, la musique de Brock Lesnar retentit, la bête est en Georgie. Brock Lesnar est là, accompagné de Paul Heyman, la foule est en délire. Il s'approche évidemment de Kofi Kingston.
On se jauge du regard. Brock Lesnar qui a laissé pousser sa barbe. Brock Lesnar qui a laissé pousser ses cheveux. Brock Lesnar qui a presque l'air humain, finalement. Il a l'air un peu plus... C'est vrai, ça lui a donné un petit coup de vie en plus, toi. Je sais pas, il avait l'air plus humain. Mais bon, je sais pas ce que ça veut dire, Brock Lesnar plus humain, mais mais en tout cas, il est là et il vient évidemment défier Kofi Kingston via Paul Heyman qui lui lance un challenge. Évidemment pas n'importe quand, puisque tu en parlais, hein, ce sera pour les débuts de SmackDown à la Fox. Le challenge pour le titre suprême est accepté par Kofi Kingston qui se bouffe un gros F5 par Brock Lesnar. Mes amis, quelle énorme surprise. Là, franchement, moi j'étais scotché, quoi. J'étais en train de couper mon sauciflard parce qu'on était au début du show. Ça avait comme des allures de fin d'épisode, cette grosse surprise. Je sais pas si tu étais en train de couper du saucisson, mais est-ce que tu as été surpris autant que moi? Bang! Bang, J'imagine bang, que oui. bang! Bang! La vache, la bang dans la gueule! Alors là, franchement, je m'y attendais pas une seule seconde. A day for the new day. Ah ouais. Là, vraiment, là, pour le coup, ils ont réussi leur coup à l'image de ce qu'ils ont fait avec Luke Harper sur le retour de Luke Harper. Là, ils ont réussi leur coup avec l'arrivée de Lesnar à SmackDown. Écoute, Brock Lesnar, il sent là, ce gars, il a le pif du chéquier, tu vois, il a le pif de là où il y a de la monnaie. Et voilà, le passage de SmackDown à la Fox, je pense qu'il s'est dit, oh là là, mais là, il y a moyen de faire des trucs super sympas là. Je vais faire des petites apparitions de 2 minutes en collant des F5 et ça va être super. Et puis je vais prendre le titre de SmackDown. Voilà, le Lesnar. Quel stratège ce Brocky. Et Pouvoir voilà. enfin bâtir son extension dans sa ferme. Voilà, on a un match bouquet en plus direct, quoi, puisque voilà, il bang, il tape fort direct, un championship match pour les débuts à la Fox, quoi, avec Lesnar versus Kofi. Bon, bah, j'ai envie de dire, Kofi va se faire démembrer parce que même si le Trouble in Paradise est effectivement une arme létale depuis cette année 2019, je n'arrive pas à croire une seule seconde que le Trouble in Paradise va allonger l'ami Brock. Et j'ai un peu peur qu'on ait droit à une boucherie. Ce premier SmackDown à Fox va être une boucherie pour le pauvre Kofi. Mais voilà, écoute, c'était bien foutu cette affaire. Voilà, là, franchement, il n'y avait rien qui avait filtré. En tout cas, moi, j'avais rien vu passer, comme pour Luke Harper. Et du coup, plutôt satisfait. C'est bien de voir Brock Lesnar loin de Raw. Ça veut dire aussi que ça va laisser un peu le champ libre à The Fiend, etc. Donc ça va laisser un peu du temps d'antenne et du développement d'histoire à Raw. Donc c'est une bonne nouvelle pour Raw, je trouve. Et voilà, globalement satisfait de ce segment. Kofi, hein, qui rappelle qu'il avait fait la promesse d'être un champion combatif. Et du coup, effectivement, obligé un petit peu, hein, un petit peu obligé du coup. Ça m'a fait marrer, je me suis dit, t'avais l'impression qu'il a fait, ouais, I'm a fighting champion. Du coup, je me suis dit, bon, ok, j'ai fait cette promesse, du coup, je suis obligé, quoi. Donc, c'est ça, le mec, comme s'il allait à l'échafaud, genre, il sent que, de toute façon, il va aller mourir, mais alors autant essayer de mourir avec classe. Donc, il va aller, effectivement, la sentence semble irrémédiable. On se souvient, je sais pas si tu te souviens, Kofi Kingston qui avait affronté Brock Lesnar dans un live show. Oui, Au Japon, carrément. je crois, ou peut-être pas si au Japon. Tokyo, ouais, c'était pas Ouais, c'était ça. Ouais, il s'était fait démonter. Je pense que pas sûr qu'il allait changer grand-chose. Ça va changer. Tu vois, pour le coup, là, on est vraiment en termes de booking dans les cordes. Je suis tout à fait curieux de voir comment ils vont booker ce match et comment va être présenté Kofi Kingston face à Lesnar dans tout ça. Est-ce qu'on va avoir un squash match? Est-ce qu'on va avoir une espèce de boucherie lente de la part de Lesnar où on écartèlera le Kofi au fur et à mesure du combat? Je suis assez curieux de voir comment ça sera booké, ça. Ah ouais, ça va. Je vois pas ce qui peut se booker autrement que effectivement un Kofi résistant, toi. On part pas forcément sur un Kofi qui a un plan en tête ou quoi. Il va juste se défendre et essayer de tenir le plus longtemps possible. Et puis ça sera peut-être 3, 4, 5 minutes, quoi. Ouais, on verra. On verra bien. En tout cas, quelle intro. On passe d'un Golgoth à un autre, puisque Eric Rowan ce soir a quelque chose à nous dire. Il a une interview avec
avec Michael Cole. Michael Cole qui est plutôt assez agressif dans son interview. Il veut dire, bah écoute, voilà, l'apparition de Luke Harper, qui est arrivé, donc il commence à lui poser des questions. Eric Rowan ne veut pas parler des autres, il veut parler de lui-même et il engueule un petit peu Michael Cole. Alors, Michael Cole lui fait bon, écoute, d'accord, bon bah on va parler de Roman Reigns. Le mec, non, je veux parler de moi, l'autre il lui parle de tout le monde sauf de lui. Il lui demande est-ce que vous essayez de faire peur, est-ce que vous essayez d'effrayer Roman Reigns? Et là, Eric Rowan nous explique un petit peu pourquoi il est comme il est. Et il explique que depuis trop longtemps, il a été pris de haut. On l'a toujours pris pour une poupée, quoi, de marionnette. Il demande le respect. Il demande le respect comme beaucoup de catcheurs à la WWE. Il n'est pas juste un gros gorille voilà, dont on peut disposer selon son bon vouloir. Et il explique que la WWE va apprendre à ne plus jamais me manquer de respect. Et ça a clôturé ce segment qui était, ma foi, un petit peu chelou. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. C'était un petit peu bizarre, non? Bah, c'est surtout Eric Rowan, mais l'exposition qu'il a, là, il a Ah carrément ça droit oui. à une interview avec Michael Cole, dans un SmackDown, c'est moi je suis pantois, je suis pantois, peuple C'est de vrai que les catcheurs. interviews de Michael Cole, c'était un petit peu, on n'en voyait plus trop. Donc là, Ah ouais, effectivement, il a droit à un traitement royal. ah ouais, non, mais là, le traitement de Eric Rowan, quoi, franchement, là, c'est fou à quel point là, il est poussé, mais c'est stratosphérique, hein, là, franchement. Si on nous avait demandé en début d'année de parier sur un push pareil, jamais personne n'aurait pensé à Eric Rowan, quoi. Donc c'est assez incroyable, quoi. Et bah, du coup, ça augure pour la suite, vu qu'il a l'air de pas en avoir fini. Et maintenant, il y a Brian qui rentre définitivement dans le game. C'est ça, en fait, le truc qu'on peut noter à la fin de cette promo, c'est que ça nous annonce que Daniel Bryan est de retour dans le game. Effectivement, hein, il a un mot pour Roman Reigns, il en place une aussi pour Daniel Bryan, qu'on retrouvera en main event, puisque Daniel Bryan a fait valoir son droit de réponse en main event, donc on se le garde pour tout à l'heure. On part du côté de la scène intercontinentale, si tu veux bien. Allez, Ouais. puisque on a un match ce soir entre Ali et Shinsuke Nakamura. On se souvient qu'effectivement, Ali avait battu Nakamura il y a plusieurs semaines. Il avait l'air de vouloir tourner autour de la ceinture blanche du japonais, mais ça n'avait rien donné. On avait mis ça un peu de côté. Sami Zayn débarque avec sa minerve. Là, il a du mal à parler quoi. À chaque fois qu'il hausse la voix, il se tord de douleur. Donc ça, c'était plutôt marrant. Il nous explique que effectivement Ali, bah c'était gentil Ali, mec. T'as battu Nakamura, mais c'était il y a des semaines. Nakamura, c'est plus le même aujourd'hui. Nakamura, c'est plus le même parce qu'il a Sami Zayn. Donc tu vas voir, ça va pas se passer de la même façon cette fois-ci. Et le match va se faire n'aura pas lieu en fait. Si, Ouais, ouais. je sais plus. Hein, le match Non, n'a non, pas lieu non, il n'y a pas de match. puisque Nakamura attaque Ali, qui était sur ses gardes Ali, hein, mais il s'est fait quand même avoir et il se bouffe un gros Kinshasa sous les cris de Zayn. Donc, je ne sais pas si Ali a gagné son ticket pour la course au titre, mais on l'a remis en place face à Ouais. Nakamura. Je ne sais pas trop quoi en penser. C'est cool de voir la ceinture blanche, mais je ne sais pas s'ils ont vraiment envie d'en faire quelque chose pour autant. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, hein? Moi, ouais. Enfin, j'ai en fait, de prime abord, tu dis, ah, Ali Nakamura, ça peut nous faire un bon match là. Ah ouais, on le veut ce match, tu vois. Ouais, on était totalement en capacité de recevoir un match de 10-12 minutes là, entre Nakamura et Ali, et puis ça se termine dans cette espèce de squash sans match. Voilà, du coup, ça m'a pas super intéressé. Voilà, je pense que oui, tu as raison. Ali, là, il est en train de se positionner. Ça n'a pas été dit clairement, mais je pense que voilà, il est clairement en train de se positionner en contender de Nakamura. Ça va donner à terme des bons matchs, je pense, in-ring.
Mais là, pour le coup, le segment était assez faible dans ce SmackDown. C'est pas, on peut pas dire. Je suis un peu dérangé en fait par, je l'ai dit, je crois, dans la review de Raw, de Clash of Champions, je sais plus, mais un peu dérangé par le personnage de Zayn dans le sens où, ok, l'entendre hurler et tout ça, en encourageant le NAC, tout ça, ça, je trouve ça plutôt marrant, etc. Mais bon, moi, c'est plutôt un type que j'ai envie de voir dans le ring. Alors, ils peuvent pas, ça peut pas vraiment être une tag team parce que Nakamura, pour l'instant, est champion intercontinental. Mais à terme, pourquoi pas une tag team, une vraie tag team qui se balance dans la tag team division de SmackDown. Moi, ça m'irait bien. Mais donc, du coup, je suis un peu partagé, quoi. Et puis voilà. Et puis, du coup, on nous donne ce truc avec Ali et Nakamura. Ça dure 2 minutes, pas de match. Et puis voilà, terminé, au revoir, quoi. Donc, écoute, voilà. Je suis juste impatient de voir Ali nous faire une grosse promo, toi. On a vu plein de vignettes vidéo d'Ali, ça avait l'air d'être. Il était comme un poisson dans l'eau, là, à se balader dans la rue, à vouloir arrêter les méchants et sauver les gentils. J'aimerais l'entendre maintenant, toi, au milieu du ring, avec un micro. Il a l'air de pouvoir se débrouiller, le bonhomme. Donc, ce Ouais, serait bien un petit peu. qu'il Ouais, le qui dise step. s'il veut une ceinture, quoi. Voilà, il faut qu'il le dise haut et fort. Là, il dit, bah voilà, maintenant, ça suffit les conneries, quoi. Ouais. J'ai raté un gros spot. Voilà, maintenant, je suis revenu un peu dans le milieu de la carte et tout ça, mais moi, je reviens en force. Je veux le titre Ouais. intercontinental. Voilà, quoi. Qui les mette sur la table, le Ali, quoi. Ouais, parce que là, il avait l'air tout comme un chat, là, après toi, à reculer, là, parce qu'il se sentait pris en tenaille. C'était un petit Ouais, peu, c'était un petit peu triste, quoi. ouais, il était Bon, tout apeuré, en oui, fait, tout à quand ils fait. sont dans le ring, les deux. Que Zayn a failli se casser la gueule en passant les cordes, que même Zayn il le chope et il lui mord la jambe. Enfin, genre, tu sais, c'était un peu, ouais, c'était un peu rincé comme truc, quoi. Et, donc ouais, que Ali il les pose sur la table et puis qu'ils disent bah voilà quoi. Donc on verra, on va voir la suite de ça. On va voir la suite de ça. En tout cas, on a enchaîné assez rapidement puisque la caméra, surprenamment, fait un gros travelling en direction de la foule. Visiblement, ça s'agite. Kevin Owens est là avec son billet et un garde du corps. Je savais pas que c'était compris, inclus dans le prix du billet. Il est venu regarder le show puisqu'il s'est fait virer. Donc il est venu regarder le show. Il a eu plutôt une bonne place. Il allonge ses grosses baskets là ses grosses bottes sur le petit bureau qui est devant lui là, sur le pose-gobelet, et il est venu pour regarder Shane McMahon qui a reçu un courrier. C'est une mise en demeure. Shane McMahon a reçu une mise en demeure. C'est une mise en demeure puisque Kevin Owens attaque en justice Shane McMahon. Ils viennent s'expliquer, hein. Shane McMahon invite Kevin Owens à venir sur le ring. Alors Shane McMahon, il n'est pas venu seul, il est venu avec ses gardes du corps, donc les rookies du Performance Center. Kevin Owens vient et il explique qu'effectivement, il attaque en justice, il explique pourquoi, il a un plan. Son dossier est solide, hein. Il faut avoir un dossier solide quand on attaque les McMahon. Et son dossier, c'est tout simplement que Shane O'Mac lui avait donné une amende alors qu'il il avait attaqué un officiel qui était Elias à l'époque. Et du coup, Kevin Owens lui rend l'appareil, puisque Shane O'Mac avait posé ses mains sur Kevin Owens quand ce dernier avait été arbitre. On se souvient, lors du 2 Out 3 Fall, c'était la demi-finale du King of the Ring. Du coup, il dit, bah voilà, tu m'as attaqué, moi je t'attaque, t'inquiète pas. Alors, il y a genre 25 millions de dollars qui sont en jeu. Rien que ça. Avec Kevin Owens, il veut pas juste que l'argent, parce que le McMahon, l'argent, ok, ça leur fait mal, mais il va aller plus loin, il veut aussi lui prendre sa fierté à Shane O'Mac. Eh oui. Et du coup, les deux se regardent, je sais plus comment ça se finit, les deux se jaugent, et puis on en finit là, je sais plus. Ah, il repart, ouais, si, il repart. Kevin Oui, Owens se barre. il repart, mais en fait, Kevin Owens, il lui dit qu'il va revenir, que quand il va revenir dans ce ring, cette fois, c'est lui qui dira à Shane McMahon, You're fired! Ah, effectivement. Effectivement, voilà, il veut le virer. Il laisse Euh, durée d'un match futur, je pense, un nouveau match futur entre Shane McMahon et Kevin Owens. Ouais, bah oui, parce qu'il faut bien en finir avec cette histoire. Enfin, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre cette rivalité qui était assez chaude quand même. C'était un peu une des grosses rivalités. C'était une des grosses rivalités de SmackDown à la Steve Austin. Voilà, le lien de parenté, d'affiliation était évident. On s'en cachait pas. Et puis après SummerSlam, c'était un petit peu retombé. On a
avait eu un espèce de faux payoff à SummerSlam avec la victoire de Kevin Owens qui n'a servi à rien du tout. Pour ça, d'ailleurs, ça m'avait un petit peu frustré d'ailleurs. Et finalement, là, quelques semaines après, on revient, mais presque par une ficelle, en utilisant une ficelle un petit peu, un petit peu molle, quoi. Toi, genre, je t'attaque en justice, je te traîne devant les tribunaux, et puis tout ça va donner naissance à un match. Ça manque un petit peu de fureur, quoi. Ça manque un petit peu de fureur. Ouais, on a un prud'homme style. Voilà quoi, c'est l'employé qui attaque au prud'homme son patron, mais c'est du grand classique finalement la WWE. Tu sais, au final, Vince McMahon, il a utilisé ce ressort-là, je sais pas combien de fois. D'autres catcheurs ont utilisé ce ressort-là, donc du coup, finalement, on nous ressort un truc du vieux pot. Et c'est voilà. Bon, moi j'espérais véritablement que cette rivalité allait s'arrêter. Et puis parce que moi je vois Shane maintenant dans le ring, mieux je me porte. Et bon, du coup, c'est reparti à nouveau. Kevin Owens, il est viré. La semaine d'après, il revient. Et puis finalement, il reprend le micro. Et puis finalement, c'est reparti. Ouais, moi, ça me laisse assez perplexe un peu cette rivalité-là. Je suis encore une fois un peu comme Zayn tout à l'heure. Je suis un petit peu quand même dépité de la manière dont Kevin Owens est traité. Ce mec-là, pour moi, c'est un main eventer en puissance. Et j'ai du mal à piger pourquoi il n'est pas autour de la course des ceintures et qu'on l'occupe à autre chose que ça. Moi, je trouve que le public d'Atlanta n'a pas été extraordinaire pendant ce segment parce qu'au final, il a fallu qu'il insiste pour le You Tap Out quand il a rappelé que Shane avait tapé face à Chad Gable. Il a insisté, Kevin Owens, pour que le public se lance un peu plus parce que le public avait un peu à base de rien à foutre au bout d'un moment, quoi. Et Trop long, ça parlait trop. le problème, c'est que McMahon, c'est un heel, certes, mais c'est un heel qui, en fait, c'est boring pour le public, quoi. Au bout d'un moment, il n'y a même plus envie de le bouer. Il y a eu envie qu'il se casse, quoi. Tu vois. Et ça, je pense que c'est pas bon pour le business. Et donc voilà. Donc écoute, c'est pas fini. Je pense que cette affaire, elle va se régler à Hell in a Cell, j'imagine. J'imagine qu'on va avoir droit à un truc à grosse stipu à Hell in a Cell. Moi, j'envisage ça comme ça. On verra. Non, je te rejoins. Moi, effectivement, là, ça parle trop. On en fait des caisses. Là, on tourne autour du pot une fois de plus, alors qu'on était arrivé à un point où justement, il avait plus besoin de se justifier en fait. Kevin Owens, là, il se rejustifie en disant, en expliquant pourquoi il en a après McMahon et qu'il a envie de lui faire mal. Bah ouais, mec, t'as envie de lui faire mal depuis des mois là, donc fais-le quoi. Puis c'est tout. Viens, fous-lui des stunners. Pendant 2 ou 3 semaines et puis après vous mettez sur la tronche, quoi. Donc effectivement, on est un peu en outched là sur cette rivalité qui devrait être un truc énorme, toi. La foule est en délire. Effectivement, là ils étaient un petit peu refroidis. On va aller du côté des filles. Ric Flair est là. Il est backstage. Il a fait un petit coucou avec sa fille. Charlotte. Un peu plus tôt, on a eu Bayley et Banks aussi, qu'on fait une promo interview qui était assez naze, j'ai trouvé. Elles jouent un peu les chippies là, à dire qu'elles vont résoudre les questions, elles vont répondre aux questions des journalistes en battant Charlotte ce soir. Sacha Banks, gros match quand même, hein, Sacha Banks versus Charlotte ce soir. C'était un petit peu, belle affiche. Ouais, grosse affiche. Là, la séquence backstage était un petit peu à côté de la plaque, j'ai trouvé. Et on a donc notre gros match, puisque Sacha Banks affronte Charlotte. Voilà, ça rappelle les belles heures de cette rivalité, justement, où qui avait fini avec un gros match en cage. Bayley est donc aux abords du ring. On a, ma foi, un match assez solide. Charlotte qui sort d'ailleurs une petite prise qui nous assez inhabituelle, des prises de soumission qu'on voit pas tout le temps pour Charlotte. Elle place le figure 8 et Bayley vient casser, intervient et ça provoque la disqualification. Donc évidemment, on n'ira pas jusqu'au bout de ce match. Donc Charlotte gagne via DQ. Bon bah voilà, c'était du costaud.
Alors juste après, oui, c'est ça que je sais pas si c'est ça qui est important, mais on a Carmella qui arrive de nulle part, et qui fait fuir Sasha Banks et Bayley. Ouais. Et en plaçant des kicks et à tir larigot. Et on se retrouve avec Charlotte et Carmella au milieu du ring qui ont fait fuir Sasha Banks et Bayley. Un peu étrange, ce finish. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Ouais, bah écoute, sur le papier, encore une fois, c'était une belle affiche là, un Sacha versus Charlotte. J'ai trouvé le combat un peu court. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus long, mais bon, par contre, j'étais pas étonné de l'intervention de Bayley. Je m'attendais vraiment à un Oui. truc qui tire en couille avec une disqualification. Je me demandais même si on n'allait pas voir Becky traîner à un moment ou à un autre par là. Et Elles se tournent autour toutes les 4 normalement. vu le segment qui s'est passé à Raw, tu vois, c'était à Raw, on a eu un gros segment. Ah Donc, ouais. je m'attendais à quelque chose de plus consistant. L'intervention de Carmella, bon bah écoute, voilà, hein, Carmella, écoute, elle a décidé de venir filer un coup de main à Charlotte. Bon, on sait pas pourquoi, ça vient de nulle part, mais c'est comme ça. Donc effectivement, Oui, elles ont quand même eu une grosse rivalité il y a un an et demi, donc. ouais, Ok. et Carmella avait pris le titre à Charlotte, avait caché sur Charlotte quand même, quoi. C'est pas rien. Donc du coup, je ouais, bah, si le match avait été un petit chouille plus long, parce que voilà, Charlotte et Sacha ensemble, voilà, ça marche, ça matche bien dans le ring, et du coup, à chaque fois, ça nous propose des belles confrontations. On a eu des beaux matchs entre Charlotte et Sacha. Donc là, c'était relativement dans la continuité malgré tout. Mais Bayley continue, voilà, à aider sa copine, et elle cause la disqualification parce que c'est comme ça. Et puis voilà, puis ça se termine avec la victoire de Charlotte. Enfin, c'est la musique de Charlotte qui se déclenche, donc on peut considérer que Charlotte a gagné le segment. Ah bah, elle a gagné son match et elle est restée forte, comme on dit à la fin, après ce match. Donc voilà, clairement, on nous montre qu'effectivement les deux ont toujours beaucoup de synergie hein, entre ces filles-là. Donc c'est sûr que on n'a pas de souci à se faire. Je veux dire, clairement, on peut avoir plusieurs mois là de gros matchs entre les quatre. Moi, je suis un peu embêté par le positionnement de Charlotte qui a par deux, trois fois vraiment eu des mimiques de face. Il y a un moment, attends, est-ce que c'était au début du match en arrivant? Je ne sais plus. Elle a fait une espèce de, pas de woo, mais justement une espèce de hurrah. Enfin, elle a vraiment genre presque harangué la foule en mode très babyface, toi. Et ça me plaît pas trop. Je pense qu'il faut vraiment garder Charlotte telle qu'elle est et pas essayer absolument d'équilibrer le Ah ouais. rapport il face, toi, c'est pas grave, c'est 4 filles, voilà. Les méchantes sont ensemble, les gentils n'ont pas besoin d'être toutes copines hein, ou toutes babyface. Enfin, Charlotte, elle est au-dessus de ça, elle est au-dessus des alignements. Donc, bon, ça c'est juste un petit peu, c'est le truc qui m'a un petit peu embêté. L'intervention de Carmella, bah, c'est juste, au fait, tiens, une fille qui passe là, tiens, Carmella, tu peux aller aider Charlotte, s'il te plaît, tu peux intervenir. Puis elle a intervenu. Un match tag team la semaine prochaine, voilà. Simple et efficace, WWE style, les amis. C'est l'heure. Peut-être du moment, je pense, le plus important de la soirée. C'est sympa, c'est mignon. Brock Lesnar qui intervient, grosse surprise et tout, mais on est venu quand même. On a acheté nos billets pour voir le couronnement du roi Corbin, du roi Corbin, qui arrive pour se faire couronner. Alors, il est à fond dans son rôle, il est détestable à souhait, j'adore. Il a vraiment une tête. Tu sais pas trop s'il fait exprès d'être idiot ou pas, mais ça marche tellement il maîtrise totalement son personnage. Donc, il met sa cape, il met sa couronne. Il nous explique qu'il sait que voilà, ça va être un grand bol d'air là en tant que roi, que les gens avaient besoin de lui, qu'il le sait. Ils ont besoin de lui, ils peuvent croire en lui. Il est grand, il est fort, il est beau, il est généreux. Et sa première action, hein, son premier projet en tant que roi, c'était tout simplement, d'apporter pas de la reconnaissance, mais voilà, de reconnaître les mérites
de Chad Gable, qui a perdu, qui pouvait que perdre face à Baron Corbin. Donc il demande à Chad Gable, qui est un petit peu du coup le fou du roi là, de venir. Alors ça, et vas-y que ça y va sur les blagues des petits et des gros, des grands sur la taille. Ça nous rappelle un petit peu la magnifique rivalité Big Cass Daniel Bryan. Donc Baron Corbin se moque de la taille de Chad Gable en large et en travers. Et Gable, il s'en laisse pas compter. Il attaque Baron Corbin dans une séquence, j'ai trouvé, ils ont eu super bien foutu parce qu'ils ont eu vraiment. Il y a plein de choses les planètes se sont alignées parce que Gable, il a tout pété, le trône, le sceptre de Corbin avec lequel il a tabassé le nouveau roi. Alors, tu as un morceau du sceptre, donc la tête du sceptre est partie sur la table de commentateur. Donc, après, tu avais Corey Graves qui a gardé la précieuse tête de sceptre là avec lui en mode il était en deuil. Gable, la couronne était restée sur le côté, donc il a pu la récupérer et il l'a mise à mort, la couronne, sous les vivas de la foule avant de l'envoyer sur Baron Corbin. Donc, c'était vraiment super bien foutu. Il a déchiré la cape. Enfin bref, il n'était pas content. Et le roi Corbin n'était pas content. Moi, j'étais pas content parce que c'est pas comme ça qu'on traite un roi. Et est-ce que Chris était content? J'ai beaucoup plus enthousiaste que toi sur tout ce segment. Moi, ça m'a pas plu des masses, à vrai dire. Déjà, j'ai trouvé ça cheap. Voilà, c'est bien dommage, je trouve. De toute façon, j'ai pas aimé le traitement du King of the Ring cette semaine, de toute manière. Donc voilà, le déplacement fait au pay-per-view, il a été déplacé à Raw. À Raw, voilà, il faudra aller écouter notre review, les amis, pour voir ce qu'on en a dit de ce qui s'est passé par rapport au King of the Ring. Mais bon, déjà, j'étais pas content sur cette affaire. Quoi? Et si tu veux, moi j'ai trouvé ça cheap, ce truc à SmackDown. Il vient, il est tout seul, il y a un mec random qui lui file la cape, qui lui file le. Alors effectivement, tu l'as bien dit, lui il est plutôt pas mauvais au micro, donc il sauve un peu le truc. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu un aéropage de heel qui soit venu sur le ring, qui aurait fait un espèce de truc de couronnement d'allégeance. Moi je trouve que ça aurait pu être sympa. Ouais. Je trouve que ça a manqué. J'ai été étonné. Moi, tu vois, pour le coup, moi j'ai été étonné qu'il fasse venir Chad Gable. Franchement, j'ai pas pigé. Je me suis dit, mais quel est l'intérêt là, le truc là-dessus, quoi. Et puis alors Gable là, avec son style en dépité, en mode droopy. Ouais, c'est exactement ce que je me suis dit quand je l'ai vu. Je fais le droopy quoi. Il a vraiment la tête triste. Ah non, mais ouais, en mode droopy, le Chad Gable, quoi. Donc je sais pas, ça m'a pas. Alors effectivement, après, ça se termine en gros en bagarre, grosse bagarre. Et puis on casse tout sur le ring et tout ça, mais écoute, moi ça m'a pas pris. J'ai trouvé ça vraiment sans aucun intérêt pour le coup. Vraiment pas fan là. En fait, Et la ficelle, l'histoire est certes classique, mais fonctionne. Mais c'est vrai, et je suis d'accord avec toi, c'était quand même le roi Corbin. Il aurait fallu un peu plus d'emphase, plus de paillettes, faire un vrai couronnement. Ça, c'est vrai que ça manquait un petit peu de grotesque, quoi, finalement. Et autant aller. C'est assez ridicule, de toute façon, ce couronnement de roi avec cette couronne. Et si Baron Corbin, si tu vas pas à fond avec un mec comme ça, effectivement, c'est une occasion manquée. On est dans le kitschissime total avec le titre du King of the Ring, quoi. Et moi, je pense qu'il faut mettre tout un. Et comme on va dire, c'est souvent un truc de mid-card, et ben, il faut mettre tout ce qui va avec, quoi. Tu vois, les cotillons et puis les fanfares. Mais là, moi, j'ai trouvé. Alors évidemment, là où je te rejoins, c'est que je suis d'accord sur le fait que Corbin, malgré ce segment pourri qu'on lui a donné, il s'en est bien tiré au micro. Et après, le beatdown, ça c'est facile. Les catcheurs, pour eux, ça c'est le truc le plus facile à faire. Mais au micro. Donc, surtout là, c'est Gable qui a fait un beatdown sur une chaise, quoi, sur un trône. Ouais, en plus, ouais. Donc, si tu veux, c'était plutôt pas mal. Mais voilà, moi, je fais partie en tout cas vraiment des déçus du traitement du King of the Ring, en particulier sur la fin. On en a parlé avec Raphaël, mais voilà, on a parlé du tableau, de tout ça. On avait fait une petite analyse express sur le King of the Ring. Et j'ai trouvé que, tu vois, la fin, de la finale jusqu'au segment de SmackDown, là, ça a vraiment pas été génial. Et pour moi, c'est une vraie déception. Ok, écoute, je comprends effectivement la frustration, parce que moi aussi je suis frustré, parce que je pense que le roi Corbin mérite mieux que ça. Mais peut-être que la semaine prochaine il viendra avec l'armée royale qui va l'accompagner, je ne sais pas, mais effectivement, voilà, qui va occuper demi-quart d'heure pour les semaines à venir. Entre-temps, on a eu un match tout à fait oubliable, un squash de Heavy Machinery sur la B-Team.
Mais tout ça n'a aucun intérêt face à la réponse de Daniel Bryan. Daniel Bryan qui s'approche, c'est notre main event, puisque cette rivalité fait le main event sans match. Ça, c'est vraiment, ça fait des mois que c'est comme ça. Ouais. Alors, Daniel Bryan, là, il est dans une position pas évidente. Tu vas me dire ce que tu en penses, puisque c'est un heel. Enfin, c'est c'est quand même le mec le plus détesté de SmackDown justement jusqu'à quand, parce que là, on navigue un petit peu en eau trouble, puisque dorénavant, Eric Rowan en a après lui, donc il y a une dynamique assez différente. Donc Daniel Bryan, malgré tout, avec tout son talent, il va réussir un petit peu, il est un peu sur un fil tendu, quoi, en équilibre là, à essayer de à la fois se positionner face à Eric Rowan, tout en essayant de pas trop jouer aux gentils. Donc il explique que les gens qui chantent son nom ce soir sont les mêmes qui l'accusaient d'avoir attaqué Roman Reigns. Il comprend, mais il rappelle que jamais il ne leur a menti au public. Donc on l'a déclaré innocent, mais il veut parler de Rowan. Il a vu Rowan, il était spécial, et donc il a voulu le traiter comme un ami, comme son égal. Il se précise même comme un ami, toi. Donc c'était un pote pour lui. Rowan débarque, il sait que Daniel Bryan, faut qu'il ferme sa grande gueule. C'est complètement des conneries, ils sont pas du tout égaux. Daniel Bryan n'a jamais laissé parler. Il lui a dit tu m'as jamais demandé ce que je pensais vraiment, tu sais. Voilà. Un peu triste. Toute la promo qu'il a eu encore, Rowan, tu vois, encore un truc qui m'a. J'ai Rowan, et on lui donne encore le micro. On va dire presque la même chose qu'il a fait avec Michael Cole, quoi. Oui. Brian, il s'en foutait des centimes de ce que ressentait vraiment le grand roux Rowan. Brian le provoque, il disait fais quelque chose, enfin, si tu te sens pas respecté, fais quelque chose. Donc il le provoque, il cherche la bagarre, quoi. Il veut s'en prendre une. Il pouvait pas faire pire, Rowan, que de le trahir, quoi, de lui mentir. Et c'est Harper qui attaque par derrière, passage à tabac, Roman Reigns débarque, Superman Punch sur Rowan, drive-by là pour la suite, mais Harper reprend le dessus. Il y a la sécurité qui débarque, mais ils sont explosés. Ils se font exploser la gueule, les rookies. Là, on passe en mode Nexus, puisqu'on arrache toutes les protections, on démonte le ring, on s'attaque même aux commentateurs. C'est le chaos. C'est le chaos à la fin de ce SmackDown, puisque Rowan et Harper ont démoli Roman Reigns, Daniel Bryan, les commentateurs, le ring, le service de sécurité. Et voilà, il ne reste plus grand-chose à la fin de cet épisode. Qu'est-ce que tu as pensé là de ce gros moment là qui s'est passé à la fin de ce show bleu? Ouais, encore un main event escamoté, j'ai envie de dire, à SmackDown, puisqu'on n'a pas de match, on n'a pas de choses. Toutes les ceintures avaient été évacuées, toutes les rivalités de ceintures avaient été évacuées précédemment dans l'épisode finalement. Et du coup, on se retrouve avec cette rivalité maintenant officielle, dorénavant, je pense, Daniel Bryan, Roman Reigns versus Harper et Rowan. Je reviens sur le fait que Rowan, voilà, a eu droit encore au micro et c'est reparti, comme à quel point il allait être destructeur. Et puis j'ai plutôt bien kiffé toute la phase de chaos total. Voilà, bon là, on peut dire que là, ça a envoyé du très 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 lourd. Je pense à la powerbomb qui est placée sur le poteau à Roman Reigns là, qui est bien spectaculaire. Et puis après, voilà, tout ce délire qui détruisent tout le monde là, qui portent des body slams aux agents, etc. Là, c'est. Et vas-y, qu'ils enchaînent et qu'ils t'en mettent un, qu'ils t'en mettent deux, et qu'ils t'en mettent trois. Et vas-y, voilà. Là, on est dans un bon gros chaos là, vraiment énorme. Donc ça, effectivement, c'est plutôt tout sympa. Alors le crucifix bomb là sur la table sur Brian, ça fait toujours son petit effet. Alors moi j'appelle ça le crucifix bomb, mais je crois qu'il y en a qui appellent ça un double ramage. Enfin voilà, ça a plusieurs noms, mais dans tous les cas de figure, ça a le même effet. Ça vous détruit le dos contre la table des commentateurs américains. Et voilà. Et là, Rowan, il gueule encore. Il gueule. C'est lui qui parle. C'est pas Harper. Et il gueule que plus personne lui manquera de respect. Il dit je suis un leader. Il gueule. Je suis un leader. Oui, je suis un leader. Et voilà. Et
Oh, disrespect. Ok, Rowan, quoi. Luke, il est là, mais Luke, il dit pas un mot. Hein. C'est Rowan qui gère les affaires, quoi. Et voilà, le show se termine sur Reigns et Bryan complètement KO, quoi. Donc là, je pense qu'on peut s'attendre à du lourd. Parce que cette histoire elle est loin d'être terminée. Ça, en fait, finalement, je sais pas, tu vas me dire ce que tu en penses, toi, mais pour moi, ça c'est finalement la mid-card de SmackDown à l'heure actuelle. Ils sont en main event, mais en même temps, c'est la mid-card, mais en même temps, tu as deux main eventers, tu as Bryan et Reigns, et puis tu as une équipe, j'irais presque historique dorénavant de la WWE contemporaine, quoi. C'était Harper et Rowan. Rowan, inséparable jusqu'au bout. Même quand on pense que tout est foutu, qu'on pense que Harper a été mis à la niche, que Vince McMahon s'amuse avec son contrat pour que jamais il puisse recatcher, et bah si, il est là. Donc ouais, effectivement, équipe historique. Et moi j'aime bien qu'il j'aime bien ces deux gars. J'aime bien Rowan et Harper. Harper, putain, il a fondu. Hein. Il a fondu. Par contre, il va falloir qu'il rebouffe. Là, il va falloir aller bouffer des burgers et puis un paquet, hein, parce qu'il a vraiment fondu. Et c'est vrai que par rapport à Rowan, il fait tous mes richons. Ouais, faut qu'il reprenne de la créatine, Luke, là, hein, parce que là, au niveau des bras en particulier, il a grave perdu. Allez, allez voir le docteur Chris, il va vous faire une ordonnance. Mais j'adore ces deux mecs et j'aime bien l'idée que ce soit vraiment des gros bonhommes en colère qui détruisent tout sur leur passage, que deux main eventers n'arrivent pas à arrêter. Roman Reigns et Daniel Bryan se font rouler dessus, quoi. Roman Reigns, il arrive en chevalier blanc et au bout d'une minute plus tard, il se retrouve la gueule dans le poteau et on l'entend plus, quoi. C'est assez impressionnant, même si faut l'avouer que c'est presque un petit peu le traitement habituel de Roman Reigns depuis son retour. Mais ouais, c'est cool. Et moi j'aime bien. Pour moi, le endgame est et devrait toujours être Roman Reigns versus Daniel Bryan. Même si là les cartes sont, enfin le jeu est un petit peu flou, quoi. J'en serais pas forcément sûr à 100%. J'espère simplement qu'on va pas, tout comme Charlotte en fait, que par effet voilà d'équilibre, on va faire de Daniel Bryan un babyface, refaire repartir de l'autre côté de la force, quoi, parce que ça m'embêterait vraiment. On a créé tellement un heel magnifique et on voit qu'il fait tout pour ne pas utiliser les discours et les recettes et les ficelles du face, mais que là c'est pas évident du coup forcément. Donc pour moi c'est vraiment, ils sont là avec un seul, c'est des objets en fait là. Bryan et Reigns c'est des objets qui sont là pour pousser les deux gros Golgoth qui a priori pourront après partir sur autre chose. Mais en tout cas effectivement tu l'as dit, on termine une fois de plus avec un SmackDown avec de la mid-card qui a droit à un traitement de main eventer et c'est pas c'est plutôt original, quoi. Hein. C'est assez inhabituel. Ouais. Ouais. Bryan, si tu veux, moi j'ai du mal à comment il ne peut pas, après s'être pris cette crucifix bombe sur la table des commentateurs, j'ai du mal à croire qu'il ne va pas être redevenir face quasi à temps plein là. Hein. Ça va Mets être les idées en place. très compliqué, hein. Ça va être très compliqué là. Ah, Rowan et Harper nous sont vendus comme des heals ultimes quand même. Hein. Donc là j'ai du mal à envisager autre chose pour Bryan qu'un face turn. mais justement, des heals ultimes, justement, qui ont rien à foutre que ça soit des gentils ou des méchants en face. Toi, ça peut être ça aussi. Et du coup, Daniel Bryan ferait partie des victimes, indépendamment de son alignement. En tout cas, voilà, bonne promo de Daniel Bryan, gros beatdown comme on aime. En tout cas, certains membres de Catch Up aiment les beatdowns qui durent longtemps. Et qui donc clôture ce show. C'est l'heure du coup du mot de la fin, mon bon Chris. Si tu veux bien partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Alors, mon flop, j'aurais pu le donner à plusieurs, ce qui n'est pas très bon signe pour le futur de ma note. Parce qu'il y a plusieurs trucs quand même qui m'ont pas vraiment emballé du tout dans ce SmackDown. Je vais donner mon flop, je vais le donner quand même au Prud'homme Style. J'aurais pu le donner au King of the Ring aussi, parce que vraiment ça m'a pas plu non plus ce segment. Mais je vais le donner quand même au Prud'homme Style entre Owens et Shane McMahon, quoi. Voilà, cette rivalité n'en finit pas.
J'ai pas envie de revoir Shane McMahon entre les cordes. J'ai envie de voir Kevin Owens dans le main event. KO dans le main event, merde. Et voilà, donc je leur donne mon flop. Mon top, je vais le donner, je vais faire plaisir à Ringside. Et je vais le donner à la bête. Je vais le donner à Brock Lesnar pour le retour. Totalement inattendu, totalement bien orchestré, totalement bien caché. Et voilà, et voir Kofi voilà, qui règne sur l'année 2019 hein, quand même. Hein. Et le voir là mis face à ce danger ultime, à ce voilà, au boss final quoi, au boss final de la WWE. Et ben moi je trouve que c'est bizarre parce que dans un certain plan, je trouve que c'est une belle consécration pour Kofi. Et sur un autre plan, ça nous promet de l'écartèlement, du démembrement, ça nous promet une boucherie absolue. Donc je pense que Ringside, il va kiffer grave. Voilà. Je vous préviens, c'est une vraie boucherie à l'intérieur. Ah ouais, c'est pas beau à voir. Hein. Et ma note, écoute, ma note, elle va être très moyenne hein, parce que j'ai pas été super emballé. Voilà, il y a eu plusieurs segments qui m'ont déplu voilà, qui m'ont fait bof. Et hormis le chaos à la fin du main event, l'apparition de Lesnar, le match solide quand même le trios match entre les New Day et le clan de Orton, et un match un peu coupé entre Sasha Banks et Charlotte qui était un vrai, pourtant les deux number one contenders aux 2 titres majeurs féminins. Je vais lui mettre un 2,75 à ce SmackDown. Ah tiens, Otis, juste pour finir, Otis, il a changé, il a retiré la grenouillère, il s'est mis en slip. Puis ça, ouais, ça va choquer. Il s'est mis en slibard, ça y est quoi, il met son bide en exergue. Ouais, on se croirait dans une soirée avec des potes qui tournent mal, tu sais, où tu finis en slip. Bon, je vous raconterai pas mes soirées quand j'étais étudiant, quoi, mais ça m'a fait penser à ça. Otis, ouais, Otis, un bon bébé, un bon gros bébé, c'est Otis. Bon, écoute, pour moi, le top, je vais le donner. Alors, c'est vrai que le Brock Lesnar, c'est bien que tu l'aies donné. Du coup, bah, moi, je vais le donner au main event, à ce gros beatdown là de Rowan et Harper sur Bryan et Roman Reigns. Ça me fait plaisir. J'en aurais bien bouffé 5 minutes de plus ou des tristou façon Nexus. Je pense qu'ils auraient pu aller encore plus loin, mais ils balançaient tout, là, coup de barricade dans la gueule de Roman Reigns. Ça, c'était génial. Il arrache la barricade et il s'en sert comme une arme. Voilà, on est loin des matchs, les stairs match de Rowan contre Big Show. C'était vraiment un beau gros beatdown comme on les aime. Mon flop, je suis comme toi en fait. Je suis obligé de le donner à ces segments avec Kevin Owens. Pourtant, je trouvais ça cool de voir Kevin Owens dans le public. Mais c'était trop long là. Kevin Owens, hein, il m'a endormi quoi. Les deux m'ont endormi là pendant leurs échanges là avec leur enveloppe là. C'est trop long, c'était ridicule. On veut juste les voir se mettre sur la gueule et puis basta quoi. Ma note, j'ai un peu plus kiffé que toi puisque je vais mettre un 3,25 à ce show qui était assez solide et qui envoyait comme pas mal de bois sur son intro et son outro quoi, sur l'opener et le main event. Et puis c'est vrai qu'au milieu c'était un peu en dents de scie. Voilà, va falloir un petit peu. Il y a encore une petite marge de manœuvre là pour aller jusqu'à la Fox. Mais on est pas mal pour les semaines à venir. Il faut juste un petit peu, se ressaisir hein, sur certains segments. C'est terminé. C'est comme ça que se termine cet épisode du supplément SmackDown de Catch Up. N'oubliez pas que Catch Up, c'est votre podcast qui résume, analyse les shows de la WWE. Je vous invite à écouter la grosse analyse de Clash of Champions. Hein. Réalisé par Raphaël et Chris. Moi, je suis en train de l'écouter. J'ai commencé à écouter hier matin. Je n'ai pas encore tout écouté, mais je suis impatient d'entendre ce que vous avez pensé de ce pay-per-view. Et puis, il y a du lourd qui arrive, puisque à l'heure où je vous parle, NXT est passé en live. Je sais, tu me l'as dit en off, Chris, que toi, tu l'as déjà vu. Donc, on est impatient de pouvoir en parler dès qu'on peut de tout ça, parce que là, ça va juste être la boucherie avec le passage de SmackDown le vendredi soir à 3h, NXT 2h de live, la AEW, même si on a du mal à en parler à Catch Up, qui va commencer aussi.
J'espère que vous aimez le catch, mais si ce n'est pas le cas, vous ne serez pas en train de nous écouter. Du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Encore merci à toi, Chris, pour ton analyse. Merci, Irem. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine. On vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut, Irem. Salut, peuple de catch-up.